Bonsoir, donc c'est un plaisir de venir parler 15 minutes. Donc en venant tout à l'heure, j'essayais de compter depuis combien d'années je m'intéressais à l'obésité. Comme je m'intéresse à peu près à l'obésité depuis que je suis interne, ça fait malheureusement une trentaine d'années, donc ça fait 2 ans par minute en fait. Donc, alors j'ai mis obésité au pluriel parce qu'effectivement, je pense que c'est très important de considérer qu'il n'y a pas une, mais des obésités. Et je pense qu'il va y avoir une bonne continuité avec beaucoup de choses qui ont été dites par Bruno Falissa. Donc, alors je ne suis pas un spécialiste de la génétique des obésités, mais on va dérouler le sujet. Donc, pour commencer, l'idée est de présenter, je vais vous présenter 2 cas cliniques. Donc, une des particularités de l'obésité, un petit peu comme l'anorexie peut-être, mais c'est peut-être plus fort, c'est le côté visible. Et donc, dans ces pathologies auxquelles nous, on s'intéresse dans le domaine de l'endocrinologie, du diabète, le diabète, ça ne se voit pas, l'hypertension, ça ne se voit pas, beaucoup de maladies hépatiques ne se voient pas, certaines maladies infectieuses ne se voient pas, mais l'obésité, très certainement, ça se voit et c'est important. Donc on va essayer de voir 2 cas, un peu schématiques, hein, bien sûr, mais juste pour vous présenter le type de patients. Il y en a beaucoup d'autres, mais des patients quand même assez fréquents. Le premier, donc, c'est un homme qui a 55 ans, qui travaille dans le domaine de l'informatique. Donc son poids, quand il vient consulter, il est de 98 kg pour 1m72. Donc il a un IMC à 33. Donc vous savez que la barre pour l'obésité, c'est 30. Donc il a une obésité modérée, mais son obésité est quand même très nettement plutôt à la partie abdominale. Donc il a une sorte de bedaine, on peut dire. Et alors on le mesure, parce qu'on est précis quand même, on mesure le tour de taille, et il est de 112 cm. Quand on l'interroge sur son histoire, en fait, il a pris du poids progressivement à l'âge adulte. Quand il était enfant, il n'était pas du tout en surpoids. Et puis progressivement, avec l'installation dans la vie professionnelle, familiale, l'arrêt du sport, il a pris du poids. Il s'y est jamais vraiment beaucoup intéressé à son poids. Mais il se trouve que son médecin a fait une prise de sang pour un problème de santé intercurrent. Et il a trouvé que quand même, il avait une augmentation modérée, mais quand même une augmentation de la glycémie à jeun. Il avait des anomalies des lipides, il avait une tension qui n'était pas tout à fait normale, et puis il avait aussi des anomalies hépatiques. Donc il a rapporté ces anomalies au poids et il lui a dit qu'il fallait qu'il s'occupe de son poids. Quand on s'intéresse au mode de vie de ce patient, en termes de son alimentation, il a des repas réguliers. C'est un homme qui a des repas réguliers. Par contre, il mange des grosses portions, et il se resserre. Et puis il mange vite, il aime bien manger gras. Et puis, il y a quand même une certaine consommation de boissons alcoolisées. Alors, bien sûr, c'est schématique, hein, mais quand même, des patients comme ça, on en voit un certain nombre. Concernant l'activité physique, il a fait vraiment du sport à un certain niveau, hein, mais il a arrêté à peu près au même moment où il a commencé à prendre du poids, s'installer dans la vie familiale et professionnelle. Et puis, du fait de son métier, qui est vraiment un métier à risque, il est assis de très nombreuses heures par jour au travail. Il est aussi assis de très nombreuses heures par jour à la maison parce qu'il y a beaucoup de loisirs sédentaires. Et puis il marche peu, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Donc en termes, et sur le plan psychologique, on ne trouve pas de particularité, mais je ne suis ni psychiatre ni psychologue, mais il n'a pas de particularité ou de profil particulier. Donc en fait, sur le plan médical, on peut dire que c'est une obésité qui n'est pas sévère, mais qui est principalement abdominale. Et donc le problème de santé majeur de ce patient, c'est quand même son risque cardiovasculaire. Et la prise en charge, elle va surtout se centrer sur son comportement, son mode de vie, pour essayer de l'accompagner et de voir si on peut déjà, par des actions sur le mode de vie, avoir une intervention chez ce patient. Le deuxième cas clinique, c'est une patiente plus jeune, qui a 38 ans, qui est assistante maternelle. Elle a un poids vraiment important quand même, 155 kg, un IMC à 55 et un tablier abdominal. Donc ça, c'est vraiment le genre de patiente que nous, on peut voir dans notre service à la Pitié. Le premier patient, il ne faudrait pas qu'il vienne à l'hôpital. S'il vient à l'hôpital, c'est que le système n'est pas tout à fait bien fait, parce qu'il devrait être traité en dehors de l'hôpital. Par contre, cette patiente, probablement, c'est utile à un moment de son parcours qu'elle vienne à l'hôpital. En fait, elle a une famille où beaucoup de gens ont un excès de poids. Et elle a un excès de poids depuis l'enfance. Déjà, à 18 ans, elle se rappelle qu'elle avait dépassé la barre des 100 kilos. Et puis, elle a pris beaucoup de poids, en particulier autour des grossesses.
Quand elle amène sa prise de sang, qui a été faite aussi par son médecin, elle est très bien, sa prise de sang. Elle n'a pas d'anomalie de la glycémie, elle a un bilan lipidique normal, une pression artérielle à peu près normale. Par contre, elle a d'autres problèmes. Donc son conjoint, qui l'a accompagnée, parce qu'elle a peur de venir à cette consultation, dit vraiment qu'elle a un ronflement très important, elle arrête de respirer pendant la nuit, elle a mal aux genoux, et puis dans son métier, c'est important parce qu'elle a aussi mal au dos et des épisodes de sciatique. Donc là, c'est un profil vraiment assez différent. Quand on l'interroge sur son alimentation, donc en fait, les repas, là, ils sont pas du tout réguliers. Elle saute beaucoup des repas, elle a envie de maigrir, donc elle a déjà fait pas mal de régimes. Et puis dans cette idée de toujours vouloir faire quelque chose pour son poids, ben, souvent elle saute des repas. Mais du coup, elle a beaucoup de consommation entre les repas, extraprandial, donc du grignotage, et puis peut-être des impulsions alimentaires. Donc on a déjà parlé du binge eating. Donc effectivement, elle a du binge eating qui est en lien avec des émotions, des situations stressantes, mais elle n'a pas de stratégie de contrôle de poids, comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'a pas de vomissement ou de choses comme ça. Et puis donc cette patiente, elle est quand même assise pas mal de temps par jour, surtout parce qu'elle a mal au dos, même si son métier est plutôt un métier où on doit se lever, porter, etc. Elle n'a jamais fait de sport, elle ne veut vraiment pas du tout entendre parler du sport. Donc là, vous voyez, c'est un profil complètement différent. C'est vraiment une obésité qu'on appelle plutôt massive. Les complications, elles ne sont pas métaboliques, ni a priori le risque cardiovasculaire, ce n'est pas tellement le problème. C'est des problèmes mécaniques, des problèmes respiratoires, et puis un problème probablement, parce que son humeur est triste, je ne l'ai pas dit, aussi de prise en charge du comportement alimentaire qui pose problème quand même chez cette patiente. Donc on va l'accompagner, et puis parce qu'elle a une obésité quand même très importante, on va se poser la question de la chirurgie de l'obésité. Donc deux vignettes assez contrastées, mais c'est des patients auxquels on peut être confronté. Donc rapidement, l'obésité, si on prend le critère de l'IMC, qu'on peut discuter, donc avec un IMC à 30 pour définir l'obésité, la prévalence actuelle de l'obésité, alors j'espère qu'on peut l'évaluer plus précisément que celle de la myopie, elle est de 15 à 17% chez l'adulte. Elle a quand même doublé en 15 ans, donc il y a une vraie augmentation, même si 15%, 17%, c'est 2 fois moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, un adulte sur 3 est obèse. En France, un adulte sur 6 est obèse. Ça fait quand même 6 millions de Français. Et puis vous voyez qu'à droite, c'est l'obésité la plus extrême qui a augmenté le plus, puisque en 15 ans, l'obésité massive a été multipliée par 4. Donc c'est un peu comme si la courbe de distribution se décalait vers la droite. Alors l'obésité est une situation qui est avec un très fort gradient social. Donc ici, juste pour l'illustrer, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, en 1990 ou en 2010, il y a une relation ici avec le niveau d'éducation, donc un marqueur de statut socio-économique, donc plus d'obésité quand le niveau d'éducation est faible. Et ce qu'on peut constater, c'est que probablement cette inégalité augmente avec le temps. Et puis quand on cherche les facteurs en cause dans l'obésité, comme on le disait tout à l'heure, ils sont très nombreux dans ces situations, que ce soit les troubles alimentaires ou l'obésité. On voit les choses un petit peu sous un autre angle finalement, mais les facteurs, pour certains, ils sont communs. Ici, c'est un travail qui avait été fait par des collègues anglais pour essayer d'identifier les facteurs pouvant être mis en cause dans l'obésité et leurs relations. Donc vous voyez, ils sont très 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 nombreux, impactant au milieu le bilan énergétique. Donc pour essayer d'y voir plus clair, ils avaient fait une analyse de clusters. Et effectivement, comme on le sait, le développement de l'obésité, la prise de poids, c'est lié à l'alimentation, donc nos consommations, mais aussi le système de production et de distribution alimentaire. C'est lié à notre activité physique, donc ce qu'on fait individuellement, mais aussi est-ce que l'environnement est favorable ou pas à l'activité physique. C'est lié bien sûr à des facteurs psychologiques, à des influences sociales ou sociétales, et à des facteurs biologiques. Donc c'est un peu tout ça, sauf dans certains cas caricaturaux, c'est en fait quand même un mix de très nombreux facteurs. Et puis ce qui est vraiment important dans cette situation, et je pense que c'est un peu la même chose avec les troubles alimentaires, c'est la notion de trajectoire. C'est vrai, c'est important pour la recherche comme pour la clinique, donc c'est la trajectoire de poids, c'est la trajectoire de vie, et c'est la trajectoire de santé de la personne. Donc on va passer progressivement d'une situation qui est le surpoids, donc qui est sans doute un facteur de risque pour la santé, à l'obésité, qui est déjà plus dans le registre de la maladie, qui va donner des complications, qui va se chroniciser, qui va aboutir au handicap. Et donc on voit bien où on peut situer un petit peu les deux patients dont on a parlé.
Mais cette notion de trajectoire, elle est vraiment extrêmement importante. Et puis, elle est en parallèle avec des anomalies au niveau du tissu de l'obésité, qui est le tissu adipeux. Et puis surtout, elle va nous dicter quand même le type d'intervention qu'on peut être amené à proposer, puisqu'elles vont dépendre du stade auquel on se place. Donc dans les stades initiaux, on est plutôt dans la prévention, dans les interventions de santé publique. Au stade d'obésité constituée, on va être dans les actions sur le mode de vie. Et puis quand les complications arrivent, quand elles se chronicisent, l'obésité, on va arriver de plus en plus dans une médecine plus spécialisée de l'obésité, voire la chirurgie de l'obésité. Donc, alors pour partager, disons, quelques impressions peut-être un peu plus personnelles sur quelles sont les grandes avancées finalement au cours des dernières années dans ce domaine, je pense qu'il y a des choses très intéressantes en termes d'une meilleure compréhension des facteurs d'environnement dans le développement de ces pathologies. Donc on est passé un peu du tout génétique à une vision quand même plus large, plus globale des facteurs en cause. Bien sûr, le tissu adipeux, c'est extrêmement important, c'est le tissu quand même d'intérêt majeur dans l'obésité. Comme dans beaucoup d'autres pathologies, le microbiote est l'objet d'un grand intérêt. Et puis, on a des nouveaux modèles, en fait, avec justement la chirurgie de l'obésité pour étudier la perte de poids. Et puis, il y a probablement aussi des nouvelles molécules qui sont en développement ou en essai, mais dans des cas très spécifiques d'obésité. Donc le problème de l'environnement, c'est quand même le problème numéro 1, parce qu'on ne peut pas considérer qu'au cours des 50 dernières années, nos gènes ont été modifiés. Ce qui a été modifié, c'est bien sûr notre environnement. Donc c'est d'abord l'environnement alimentaire. Donc pour prendre un exemple un peu caricatural, la taille des portions alimentaires a augmenté, c'est plus net sous d'autres cieux que chez nous. Mais ici, vous avez la taille du burger moyen aux États-Unis en 20 ans. Vous voyez que le nombre de calories a doublé. Et donc, bien sûr, la prise alimentaire est influencée par ce qui est proposé dans les magasins, dans les restaurants, et ce qu'on va préparer à la maison. Ce n'est pas le seul déterminant. C'est un déterminant quand même important. Et puis, il y a un autre facteur, c'est l'activité physique. Et donc on s'intéresse de plus en plus, et c'est aussi un petit peu mon domaine de recherche, à l'influence du cadre de vie, de l'environnement de vie, sur les comportements qui vont favoriser la prise de poids. Ici, vous avez un concept qui est celui de marchabilité ou de potentiel piétonnier des quartiers. Et donc cette étude qui est parue l'année dernière est très intéressante parce qu'elle a mis en relation la marchabilité des quartiers avec la prévalence de l'obésité dans différents centres urbains au Canada qui ont été l'objet d'études transversales répétées. Et en fait, c'est seulement dans le quintile le plus élevé de marchabilité que l'IMC n'a pas augmenté au cours d'une période d'une dizaine d'années. Alors il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'on arrive à mettre en lien un facteur de construction de notre environnement de vie et un indicateur comme l'obésité ou l'IMC. Alors après, bien sûr, le tissu adipeux, c'est le tissu d'intérêt. Et puis au cours des 20 dernières années, on peut dire que ce tissu est passé du statut de sac à celui d'organe noble, puisqu'il sécrète de très nombreuses substances, dont la leptine, bien sûr, qui est l'hormone du tissu adipeux, mais beaucoup d'autres, bien sûr, comme vous le savez, qui vont avoir des actions systémiques ou locales qui sont de mieux en mieux connues. Alors, l'altération progressive du tissu adipeux avec la chronicisation de l'obésité, c'est vraiment un sujet très intéressant qui est étudié par de nombreuses équipes, mais aussi par Karine Clément, qui travaille dans notre environnement de recherche. Et donc, ce qui a été montré au cours des dernières années, c'est vraiment de mieux comprendre les altérations du tissu adipeux avec la chronicisation de l'obésité. Donc des modifications des cellules adipeuses elles-mêmes, donc elles augmentent en nombre, elles augmentent en taille, mais surtout du tissu qu'il y a autour de ces cellules qui va se fibroser, qui va accumuler des cellules immunes, inflammatoires, qui va sécréter un certain nombre de substances qui vont aboutir à cette hypertrophie. Et donc quand le tissu adipeux, peut-être un petit peu à l'image du foie, est fibrosé, on aura beaucoup de mal à revenir en arrière. Et donc même si on perd 20 kilos, on ne sera pas exactement la personne qu'on était quand on avait 20 kilos de moins. On ne revient pas en arrière, on continue son chemin mais d'une autre façon.
Et donc cette compréhension-là est très importante, aussi pour mieux comprendre le développement des complications de l'obésité, puisque ces substances, l'inflammation de bas grade qui est associée à l'obésité, peuvent avoir un rôle dans le développement des complications de l'obésité. Et puis bien sûr le microbiote. Donc, alors je ne suis pas du tout un spécialiste du microbiote, mais dans cette pathologie ou dans cette situation, comme dans bien d'autres, on suspecte un rôle intéressant ou important du microbiote. Des études déjà anciennes ont montré qu'effectivement, quand on transférait le microbiote de souris obèses à des souris non obèses, elles adoptaient le phénotype obèse, donc c'est quand même assez surprenant. Et puis d'autres études peut-être plus récentes et plus nombreuses montrent bien qu'effectivement, dans l'obésité, en particulier l'obésité sévère, il y a une diminution de la diversité bactérienne, une diminution de la richesse du microbiote, et qu'il y a probablement un lien entre ce phénotype et des anomalies, le développement des complications, l'anomalies métaboliques qui sont liées à la résistance à l'insuline, l'inflammation, etc. Après, est-ce qu'on est capable de distinguer ce qui est lié vraiment à l'alimentation de ce qui est lié à l'obésité? Ça reste, à mon avis, en tout cas, une question. Je ne suis pas un spécialiste de ce domaine. Et puis, il y a quelque chose de très important à citer quand même dans ce domaine, c'est la chirurgie bariatrique. Donc la chirurgie bariatrique comme méthode de traitement, mais aussi comme modèle d'étude. Alors, nous, on travaille dans le domaine des maladies non transmissibles. Donc, il y a une vingtaine d'années, les spécialistes des maladies non transmissibles ont dit l'obésité, première épidémie non infectieuse dans le monde. Donc, en fait, je pense que l'épidémie, c'est surtout l'épidémie de chirurgie de l'obésité, parce qu'il y a une explosion de chirurgie de l'obésité. Il faut se rendre compte qu'il y a une dizaine d'années, il y avait 13 000 opérations par an en France, qu'aujourd'hui, il y en a 50 000. Donc, il y a 12 000 en Île-de-France. Donc, il y a une augmentation de ces procédures, de la réalisation de ces procédures, de façon vraiment incroyable, ce qui, effectivement, est un problème de santé publique, mais c'est aussi une procédure très intéressante. Donc ici, vous avez une étude de référence qui a été faite en Suède, où des sujets ont été répartis en deux groupes. Alors, ils ont été appariés, ils n'ont pas été répartis au hasard. Ici, vous avez des sujets qui recevaient le meilleur traitement médical possible, avec les modifications de comportement et un suivi, un accompagnement. Et puis, suivi ici des groupes qui ont eu la chirurgie, et ils ont été suivis pendant 20 ans. Donc, c'est vraiment un suivi prolongé, et c'est très difficile, on parlait des cohortes, d'avoir un suivi aussi important. Donc vous pouvez voir que dans le groupe médical, les sujets n'ont pas varié de poids, ce qui peut déjà être considéré comme un succès. Par contre, dans le groupe chirurgical, alors il y a différentes procédures. Ici, c'est le bypass. Donc il y a une perte de poids très marquée, dont l'essentiel est obtenu la première année. Et puis après 20 ans, il y a quand même à peu près 20% de perte de poids par rapport au poids initial, ce qui est un résultat vraiment très important à prendre en compte. Et cette perte de poids importante et prolongée est associée à des effets étonnants, vraiment très très importants sur la santé. Dans cette étude en particulier, il a été montré que c'était associé à une réduction de la mortalité totale, à une réduction absolument majeure de la survenue de nouveaux cas de diabète, à une réduction de certaines complications vasculaires, à une réduction de la survenue de certains cancers, en particulier chez les hommes. Donc toutes ces complications de l'obésité sont retardées ou sont guéries ou ne surviennent pas après cette perte de poids importante et maintenue. Donc c'est vraiment quelque chose de très conséquent à avoir à l'esprit. Après, on peut discuter, est-ce que cette chirurgie, bien sûr, elle doit être bien indiquée, bien suivie? C'est ça le problème. Si on en fait 50 000, comment on va les suivre? Mais quand même, les effets sur la santé, pour des médecins qui s'occupent depuis longtemps de l'obésité, ils sont indéniables et ils sont très importants. Et puis maintenant, il y a des nouveaux essais thérapeutiques, puisque les médicaments anti-obésité sont des médicaments à problème, en particulier en France. Mais il y a des nouveaux essais dans des situations très spécifiques, qui sont des obésités génétiques. Alors il y a une majorité d'obésités où il y a certainement un fond de prédisposition génétique, mais il y a des obésités qui sont vraiment dues à des mutations. Alors c'est le cas d'une voie centrale particulière, qui est celle de la pro-opiomélaноcortine. Et donc, il peut y avoir des mutations de la pro-opiomélaноcortine qui donnent des obésités très précoces avec hyperphagie, des anomalies endocriniennes. Et donc, ces sujets ici ont été traités. Donc, c'est un sujet. Donc, c'est un article qui a été publié dans le New England Journal of Medicine l'année dernière. Donc, ce patient qui était suivi par Karine Clément dans notre service a été traité par un agoniste
de la voie des mélanocortines, puisque les produits vont se fixer sur un récepteur et que les actions en aval du récepteur jouent sur l'appétit et le poids. Et donc ici, après traitement par ce produit, qui est un agoniste du récepteur, la patiente a perdu du poids de façon très importante, puisque c'était près de 20 kg en 10 semaines, dans une situation vraiment d'obésité massive. Donc ça ouvre des pistes. Ça concerne que des obésités rares, mais ça ouvre des pistes pour trouver des nouvelles molécules et peut-être faire des nouveaux essais. Donc, pour moi, en fait, les axes un peu de développement, en particulier au niveau de la recherche, c'est quand même d'abord une recherche populationnelle si on veut avoir un impact en santé publique, et c'est d'abord sur l'environnement alimentaire dans le cadre plus général de la lutte contre les maladies non transmissibles. Bon, le diabète, bien sûr, est une des pathologies très importantes. Et puis dans ce domaine, on a un intérêt particulier pour ce qu'on appelle les expériences naturelles, c'est-à-dire profiter, par exemple, de la mise en place de centres commerciaux, de nouveaux magasins, de vélos en libre service, qui vont impacter sur les comportements, et puis peut-être qu'on peut profiter de ces expériences pour regarder quels sont les effets sur la santé. Donc ça, c'est des études qu'on pourrait appeler plutôt environnementales, qui impliquent par exemple des géographes, des urbanistes, des sociologues. Donc c'est des projets qu'on développe. Et puis il y a tout le domaine et l'axe que j'ai évoqué très rapidement, qui tourne autour du tissu adipeux, la fibrose du tissu adipeux, l'inflammation du tissu adipeux, le microbiote bien sûr, mais au-delà des effets de l'alimentation, en utilisant par exemple le modèle de la chirurgie pour essayer de mieux comprendre le développement des complications et peut-être le traitement des complications. Parce que la chirurgie bariatrique, elle a des effets sur le poids et donc les complications, mais elle a aussi des effets par exemple sur le diabète indépendamment du poids. Donc si on arrivait à comprendre les mécanismes de l'effet de la chirurgie sur le diabète indépendamment du poids, on aurait peut-être des nouvelles pistes pour des molécules qui auraient une action sur le diabète. Et puis, comme je vous disais, les obésités rares, donc elles concernent un petit nombre de patients, mais ces obésités rares, ces mutations, elles sont très riches d'enseignements sur la physiopathologie, là, et peut-être pour inventer des nouvelles molécules, toujours quand même dans le cadre, c'est ce que j'ai essayé de développer rapidement, d'une prise en charge globale, d'une trajectoire de poids, d'une trajectoire de vie, d'une trajectoire de santé de ces patients. Merci.